Et voici quelques-unes que j'ai citées. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les notions, mais ça représente une façon de vous guider pour apprendre, à mon avis, n'importe quel langage. Donc, vous pouvez commencer par les commentaires. Donc, on a déjà utilisé beaucoup de commentaires. Ça, c'est quelque chose, voici ce qu'on utilise pour avoir des commentaires. Les commentaires sont très importants. Ils sont ignorés par le programme, mais ils sont très importants pour nous, les développeurs. Ensuite, vous avez les opérateurs, ça c'est comme le plus et le moins, le symbole de multiplication. Vous avez les types de données comme les int, les strings, les float, les double, ou bien les classes que vous créez vous-même. Ensuite, vous avez les variables. Il est important de noter en Kotlin que quand vous créez les variables, on utilise le mot-clé val, ou bien on utilise le mot-clé var. D'accord? Je ne vais pas aller trop en détail sur toutes ces notions de base parce que à cause du temps, mais aussi parce que je présume que vous avez déjà un peu d'expérience dans un autre langage de programmation. Mais je vais prendre quelques-unes, à savoir les expressions conditionnelles, les boucles, les fonctions, et un peu les classes, et bien sûr les listes. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec les expressions conditionnelles. Donc, c'est l'une des notions de base importantes à apprendre quand vous apprenez un nouveau langage. Ce sont les expressions qui nous permettent de contrôler l'écoulement d'un programme à l'aide des expressions vraies ou faux. Donc, vous pouvez contrôler comment s'écoule votre programme. Et à ce niveau, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment créer les expressions conditionnelles avec when? Il y a plusieurs façons de créer les expressions conditionnelles. Par exemple, on utilise le if-else, comme en Java, ou bien le switch. Le Kotlin est un peu unique parce qu'il utilise le when. Alors, pour comprendre un peu comment on utilise le when en Kotlin, en quelque sorte, ça représente, ça équivaut au if-else, if-else-if en Java, ou bien le switch. Donc, on peut représenter les deux là par le when en Kotlin. Et voici un exemple qui est une application qui vous permet de jouer le marabout. Donc, l'application vous dit, fournissez-moi votre nombre favori et l'application va vous donner un message important. Donc, voyons si ça va marcher. Comme ça. Donc, ça, c'est une fonction qui représente l'application. Hein. Donc, moi, je dis que mon numéro favori, c'est le 15. Donc, si j'exécute ça, ça doit me donner un message. Ici. Voilà. Je dis que quelqu'un proche de vous va vous tromper. Et si je change, je vais peut-être numéro 10. D'accord. Ça me dit, vous serez obligé de faire un sacrifice important. Donc, voici mon marabout en forme de programmation. Maintenant, voyons comment le when est utile pour la fabrication de cette application. Voici la fonction là où on a utilisé le when. Voici le when. Et voici le nombre favori qui vient. Et pour analyser les différentes conditions, on utilise une expression booléenne, c'est-à-dire une expression qui soit vraie ou faux. Et on met cette flèche-là. Ensuite, ici, on va écrire le code qui nous intéresse. Donc, vous voyez, sur cette ligne-là, nous avons, si le nombre favori est égal à 12,
faites ça. Si le nombre favori ça veut dire nombre favori in 13.19. Ça veut dire que si le nombre favori se trouve dans l'intervalle, les deux points là permettent d'utiliser un intervalle. Dans l'intervalle de 13 à 19, avec les extrémités, y compris les extrémités. Par exemple, ça inclut le 13 et le 19, donc on fait ça. Ici encore la même chose. Et à la fin, vous utilisez else, et ensuite vous mettez le message qui vous intéresse. Donc c'est à peu près la même chose que le if, else, if. Mais c'est seulement en Kotlin, c'est un peu plus concis et ça permet de faciliter la lecture, ça minimise les erreurs. Donc c'est l'un des avantages du langage Kotlin. Alors, donc ça c'était les expressions conditionnelles. Maintenant passons aux listes. Les listes c'est quoi? Donc vous pouvez avoir une définition officielle sur le lien que vous ai fourni. Mais pour avoir une idée, c'est un objet qui contient plusieurs autres objets arrangés. Ça veut dire que dans la mémoire de l'ordinateur, les objets qui se trouvent dans la liste sont stockés les uns après les autres. Donc, si vous connaissez le premier objet, connaître les autres objets, ça devient plus facile. Ils sont plus faciles à accéder. Donc, à quoi servent les listes? Les listes servent à regrouper plusieurs variables et les manipuler ensemble. Par exemple, si vous avez 200 variables à créer, au lieu de créer chaque variable et ensuite appeler une fonction sur chaque variable, vous pouvez regrouper toutes les variables dans une liste et ensuite les manipuler en même temps avec le book. Il est important de noter qu'en Kotlin, il y a deux types de listes. Vous avez les listes que vous ne pouvez pas, en quelque sorte, modifier après l'initialisation, et les listes qui sont modifiables après. Et ceux qui sont modifiables après, on les appelle mutable lists. Le mutable, là, ça veut dire changeable. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Maintenant, en ce qui concerne la liste, essayons de répondre à la question là. Comment créer une liste simple en Kotlin? Eh bien, il y a plusieurs façons de créer la liste. Ici, nous avons au moins 6. Donc, en première position, vous pouvez commencer par une liste vide et ensuite additionner les éléments au fur et à mesure. Donc, si vous faites ça, par exemple, si j'enlève le commentaire là, je vais commenter ça là d'abord. Donc, vous créez la variable comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez le mot-clé val. Ensuite, voici la variable. Vous pouvez ensuite vous faites appel à la fonction qui s'appelle mutable list of et vous mettez ici le type de données qui va être contenu dans la liste. Donc après ça, donc ici c'est l'initialisation de la liste. Maintenant, à partir de là, vous allez mettre des éléments dans la liste. Et la fonction apply est une fonction qui accepte une expression lambda. Et à l'intérieur de des accolades-là, vous appelez add plusieurs fois pour additionner les éléments de la liste. Donc, voyons si ça marche. J'essaie d'exécuter et voilà, ça marche. Vous voyez? La liste contient 11, 15, 19, 8, 10, 8, 17. Donc, j'ai créé une liste en Kotlin. Voici une façon de faire. C'est la première méthode. Et cette fonction-là, c'est ce qui imprime la liste ici. D'accord? Donc, c'est la première méthode. On va voir les autres un peu
plus rapidement. Donc, la deuxième, c'est ici, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez? Vous écrivez seulement multiple list of, et ensuite vous écrivez les éléments à l'intérieur. Donc, ça, c'est une liste qui contient des nombres entiers. Et ici aussi, si vous exécutez, vous allez voir la même chose. Vous allez voir la liste imprimée ici. Voilà. 11, 15, 19, 17. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Voyons la troisième. Ici, c'est un peu plus important, intéressante. Ici, vous indiquez la taille de la liste que vous voulez créer et vous utilisez une expression lambda après les parenthèses et vous utilisez le mot-clé it qui représente les différents indices de la liste, c'est-à-dire la position des éléments dans la liste. Donc, quand vous faites ça, ça veut dire que je vais créer une liste de 7 éléments où les indices seront additionnés par 8. Donc, le 0 sera la position 0, on va ajouter 8 à la position 0 et la position 1, on va ajouter 8 à ça. Donc, on va avoir une liste entre 8 qui contient des éléments entre 8 15 peut-être 15 ou 7, voyons. À 14, parce qu'on commence à 0. Vous voyez, le 8 là, on l'a obtenu en ajoutant 8 à 0. Le 9, on l'a obtenu en ajoutant 8 à 1. Et le 10, on l'a obtenu en ajoutant 8 à 2. Et ici, c'est 6. On fait 6 plus 8 pour obtenir 14. Donc, ça, c'est la troisième façon. On utilise une expression qui manipule les indices de la liste. Une autre méthode, on peut créer une liste qui contient le même élément répété plusieurs fois. Donc ici, si vous faites multiple list, c'est un peu comme la méthode précédente. Vous indiquez le nombre des éléments que vous voulez. Et ensuite, dans les accolades de l'expression lambda, vous mettez le nombre que vous voulez être répété. Donc ici, ça va avoir 7 éléments qui sont 10,5. Si nous exécutons ça, vous voyez, on crée une liste qui contient des éléments répétés. Alors, voici un autre exemple. Dans ce cas, on utilise un objet de type range avec un intervalle de notes, un intervalle de nombres entiers. Donc, vous pouvez, voici l'intervalle, ça veut dire que je vais créer une liste qui contient des chiffres entre 9 et 20, de 9 et 20 y compris, mais on va commencer à 9 et sauter par 2. C'est ce que le step veut dire là. On va sauter par 2. Et ensuite, on va invoquer cette fonction qui s'appelle toMutable_list, qui va transformer cet intervalle en une liste. Et voyons le résultat. Donc, normalement, ça doit être 9, 11, ainsi de suite. Voilà, vous voyez, 9, 11, 13, 15, et ça s'arrête à 19, parce qu'on a dit qu'on voit l'élément le plus grand doit être 20. Et voici une autre méthode qui est très intéressante pour faire les analyses, parce que ça nous permet
d'utiliser l'objet, les chiffres au hasard. Donc, en première position, nous allons créer une variable qui représente un objet random. Et on va mettre le 4 là-bas comme seed, ce qui nous permet de répéter les nombres choisis au hasard. Et on va utiliser la méthode, là on indique la taille de la liste. Donc, ça veut dire nous voulons 7 éléments dans la liste et nous voulons utiliser notre choisisseur au hasard. Et sur le choisisseur au hasard, nous allons invoquer la fonction nextInt. Et à cette fonction, nous avons passé les paramètres de 5 à 21. Cela veut dire que nous voulons des chiffres entre 5 et 20. Le until là, ce n'est pas inclus. Donc, ça va s'arrêter à 20 seulement. Donc, si nous exécutons ça, nous pouvons voir que nous pouvons avoir une liste qui contient des nombres choisis au hasard. Vous voyez? 5, 6, 17. Et si je change le seed, qui est le 4 ici, si je le remplace par 5, la liste ici sera différente. Voyons. Oui, maintenant, ça c'est choisi au hasard. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions à présent. Pas de questions? D'accord, on continue. J'espère que vous m'entendez, que je ne parle pas moi seul ici. Alors. Oui, Chérif, on t'entend. D'accord, d'accord. Maintenant, parlons des boucles. Les boucles, en quelque sorte, on ne peut pas bien gérer les listes sans utiliser les boucles. Donc, il est important d'apprendre les boucles. Et la plupart des problèmes qu'on a à résoudre, il est rare de trouver une application qui fait quelque chose d'important et utile, qui n'utilise pas soit les listes ou bien les boucles. Donc, il est important, si vous voulez maîtriser votre connaissance, il est important d'apprendre les boucles, dans n'importe quel langage. Donc, les boucles, ils servent à répéter une ou plusieurs actions, surtout à manipuler les éléments d'une liste. Donc, sur l'apprentissage des boucles, nous pouvons nous poser cette question-là. Comment créer... Ah, non, attendez. Là, ça devrait dire... excusez-moi, le boucle. Voilà. Si nous voulons créer les boucles, nous avons plusieurs options aussi. Et voici un exemple d'une simple boucle. Kotlin. Donc, vous faites for, ensuite vous faites x, in, voyez, on suit la structure for, quelque chose, in, et ensuite on utilise les deux points là. Ça, c'est le symbole d'un intervalle. Donc, on fait ici for x in 0, de 0 à 50. Ce qui veut dire en français, pour chaque x dans l'intervalle de 0 à 50, faites ça, ce qui se trouve entre les accolades. Donc, par exemple, ceci va imprimer rapidement le chiffre entre 0 et 50, y compris le 50. Donc, essayons d'exécuter ça et voir ce que ça va donner. Vous voyez? Ici, sur le console. Donc, c'est la boucle qui m'a permis de faire ça rapidement. Donc, il est important de noter que les deux points là, ça inclut le nombre qui vient avant les deux points et le nombre qui vient après.
Donc ça, c'est une façon, peut-être la façon la plus simple et la plus utile. Une autre, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Ici encore, c'est à peu près le même langage. C'est pour chaque x dans l'intervalle de 0. Ici, au lieu de 50, ça veut dire 49. C'est ce que le until veut dire. Donc, le dernier chiffre n'est pas inclus. Donc, essayons d'exécuter ça. Voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça s'arrête à 49. Donc, c'est la différence entre les 2 points et le until. Donc, une autre façon de créer la liste en Kotlin, de créer les boucles, je m'excuse, de créer les boucles. Ici, on fait encore le for in, mais au lieu d'utiliser un intervalle de données, vous avez une liste à manipuler. Donc, en première position, nous créons la liste. Et voici une façon de créer la liste. Donc, liste de notes qui contient les éléments là. Maintenant, si nous voulons traverser tous les éléments, nous faisons for note in. Le note là, cette variable, c'est une variable. Nous pouvons changer n'importe quoi. On peut mettre x, y ou n'importe quoi. Il est utile de mettre quelque chose qui est informatif. Donc, pour chaque note dans la liste des notes, imprimer une ligne qui correspond à la note. Donc, essayons de faire ça. Vous voyez? C'est la liste des notes qui est imprimée. Donc, grâce à la boucle, nous pouvons facilement manipuler la liste. Et ensuite, une autre façon de faire, on peut faire le for each. Ici, on fait le for each avec la flèche ou bien une expression lambda. Donc, si vous avez un intervalle de chiffres, vous invoquez la fonction for each et vous faites une expression lambda, ça va faire la même chose. Donc ici, pour entre 0 et 50, ça va poser une question et ensuite ça va vous montrer la réponse. Attendez, on va faire exécuter ça, on va voir. Vous voyez? Ça répète ici. C'est-à-dire la question, quel est votre nombre préféré? J'aime le 0 et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des accolades là, on peut les répéter. Donc, ça c'est un quatrième exemple qui concerne la façon de créer des boucles en Kotlin. Et le dernier exemple que j'ai montré ici, on utilise toujours le for each, mais ce qui est important de noter ici, c'est que j'utilise le it. Donc, dans les expressions lambda, on a une variable qui est implicite et qui représente chaque élément d'une liste. Donc ici, c'est ça, on est en train de l'utiliser. Donc vous voyez aussi qu'en Kotlin, vous pouvez mélanger les variables, insérer les variables à l'intérieur du texte. Il suffit de précéder la variable avec le symbole $, et vous pouvez continuer à programmer. Par exemple, vous pouvez mettre le it, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez mettre it plus 3. Okay. On peut continuer la programmation à l'intérieur du texte, mélanger. Donc, je ne vais pas imprimer ça. Ah, alors si, là, je vais imprimer. Alors, vous voyez, ça s'arrête. Normalement, ça devait s'arrêter à 50, mais parce qu'on a fait it plus 3, ça s'est arrêté à
53. Et vous allez commencer à 3 au lieu de commencer à 0. Vous voyez ici, commence à 3. Ça, c'est parce que j'ai ajouté à chaque indice de la liste, ou bien de l'intervalle des données, j'ai ajouté 3. Alors, maintenant pour la quatrième notion de base à apprendre, c'est les fonctions. C'est la dernière que nous allons couvrir. Donc, les fonctions, ils servent à regrouper un groupe d'expressions et à les réutiliser plus tard. Donc, si vous avez quelques expressions, au lieu de les répéter à chaque fois, on peut les regrouper sous la forme de fonctions. Et ensuite, les invoquer pour minimiser la répétition. Alors, parmi les fonctions, on peut essayer de comprendre comment créer les fonctions simples en Kotlin. Eh bien, voici quelques exemples. Attendez, je vais voir. Voilà. Pour le premier exemple, nous pouvons créer une fonction sans paramètres, sans valeur renvoyée. Et voici comment on peut le faire. C'est l'invocation de cette fonction. Voilà. Donc, il suffit de mettre font, ça c'est le mot-clé. Ici, vous donnez le nom de votre fonction et vous ouvrez les parenthèses et ensuite vous ouvrez des accolades. Entre les accolades, vous mettez votre expression. Donc, ici, là, après avoir créé la fonction, voici comment vous l'invoquez. Vous l'invoquez avec les parenthèses. Donc, vous pouvez faire comme ça. Alors, ici, ça dit bonjour. Donc, c'est peut-être la fonction la plus simple. Donc, ça ne renvoie rien. Maintenant, si vous voulez créer une fonction qui prend des paramètres, faites comme ça. On commence par font, le nom de la fonction. Ici, c'est la variable qui représente les paramètres. Et ça, c'est le type de données. Et les deux sont séparés par les 2 points. Donc, si vous voulez passer des paramètres à une fonction, c'est comme ça que vous devez faire. Donc, ici, si vous invoquez la fonction et vous dites que votre nom c'est Fatou, ça doit imprimer bonjour Fatou. Voir si ça c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Bonjour Fatou. Donc, ça, c'est pour créer une fonction avec les paramètres en Kotlin. Très simple, hein? Et troisième exemple, maintenant, nous voulons renvoyer quelque chose. Nous voulons que la fonction nous renvoie quelque chose. Ici, vous écrivez font, le nom de la fonction, et vous mettez les paramètres, vous définissez les paramètres. Donc, c'est une fonction qui va accepter 2 variables de type int. Les variables s'appellent x et y. Et en fin de compte, ça va me renvoyer une autre variable, un résultat qui est de type int. Maintenant, donc voici comment on indique que nous voulons que la fonction renvoie un résultat. Vous mettez 2 points après la parenthèse et vous indiquez le type de données qui doit être renvoyé. Donc, cette fonction-là, ça va prendre les 2 chiffres, les multiplier et renvoyer un autre nombre entier. À l'intérieur des accolades, vous mettez return. Donc, je n'ai pas imprimé ça. Donc, voici une autre façon de faire la même chose que le dernier exemple, mais c'est abrégé. Okay? Donc, au lieu d'écrire tout ça, donc les 2 accolades là, return x fois y, en Kotlin, vous pouvez seulement mettre égal à x fois y. Par exemple,
Je vais mettre print line. Allons invoquer la fonction multiplier. Bref, disons que nous voulons multiplier 5 fois 4. Ça. Donc, ça doit renvoyer 20 et ça doit imprimer 20 ici. Voyons si c'est vrai. Eh bien, ça marche. Donc, vous pouvez créer une fonction qui renvoie un résultat en utilisant cette forme abrégée. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser cette formule-là aussi. D'accord? Donc, ça, c'est la fin des exemples concernant la création d'une fonction, d'une fonction simple. Maintenant, parlons des fonctions qui acceptent les expressions lambda. Pourquoi je prends du temps je passe du temps à adresser tout ça? Parce que les exemples suivants que j'utilise utilisent les mêmes notions de base. Par exemple, ici, là. Donc, si on n'a pas le temps de finir tout ça, j'espère que je peux vous laisser avec les fichiers. Et ensuite, après, ceux qui sont intéressés, ils peuvent les utiliser pour comprendre les autres notions qu'on a adressées dans les autres fichiers là. Donc, c'est pourquoi je prends un peu de temps pour adresser ça. Donc, les fonctions qui acceptent les expressions lambda. Voilà. Je vais commenter ça d'abord. OK, application de fonctions pour créer une... OK, ici, nous essayons de créer une petite application qui représente une calculatrice. Donc, nous avons deux options en Kotlin. Vous pouvez créer plusieurs fonctions, c'est-à-dire une fonction pour chaque type d'opération, pour faire l'addition, pour faire la multiplication, pour faire la subtraction, pour faire la division. Mais au lieu de faire tout ça, vous pouvez créer quelque chose un peu plus raccourci avec les expressions lambda. Donc, les expressions lambda sont très, très, très utilisées en Kotlin. Donc, il est important de les apprendre si le Kotlin vous intéresse. Je pense que les expressions lambda sont utilisées dans plusieurs autres langages. Je sais que c'est utilisé en Python. Eh bien, voici comment on pourrait faire la même chose qu'on a vu ici. Toutes les différentes fonctions là. Au lieu de créer tout ça, on pourrait créer une fonction en quelque sorte générale qui accepte une expression lambda. Donc, voici le nom de la fonction générale, on appelle calcul général. Et la fonction accepte deux variables, x et y, avec un symbole. Et la fonction va imprimer une ligne qui dit que la première variable, le symbole d'opération, la deuxième variable égale au résultat de l'opération. Donc, si c'est x plus y, ça va donner le résultat de x plus y. Maintenant, où se trouve l'expression lambda ici? Et voici, on a donné un nom à l'expression lambda. Voici le type de données qui représente l'expression lambda. Donc, on est en train d'utiliser en quelque sorte une fonction anonyme comme paramètre d'une autre fonction. Comme ça nous donne la flexibilité de changer cette partie-là comme nous voulons. Donc, si nous créons cette fonction générale ici, et que nous spécifions que nous voulons accepter une autre fonction anonyme qui prend deux nombres comme paramètre et renvoie un autre nombre entier, nous pouvons faire comme ça. Nous pouvons les invoquer comme ça. Donc, si nous invoquons la formule calcul général, disons 6, 3 et le plus, maintenant, ici, en Kotlin, ça aussi quelque chose à apprendre. Vous voyez, entre les accolades là, c'est là que nous allons spécifier la forme de calcul que nous voulons faire. Bien que ça se trouve à l'extérieur des parenthèses,
c'est quelque chose qui a été défini à l'intérieur des parenthèses. C'est ça. C'est cette partie-là qu'on est en train de spécifier entre les accolades. Donc, pour faire l'addition, on prend les deux variables x et y et on renvoie x plus y. Pour faire la multiplication, on prend les deux variables et on renvoie la multiplication des deux variables, et ainsi de suite. Donc, si nous exécutons ça, nous allons voir que ça marche. Vous voyez? Donc, c'est cette invocation-là qui est avec la définition générale qui nous permet d'imprimer ça. Vous voyez? À chaque fois, nous sommes en train de passer les 6 et les deux nombres entiers, mais nous avons des opérations différentes qui résultent. Donc, ça nous donne la flexibilité en quelque sorte, sans être obligé de créer une multitude de fonctions. D'accord? Bien, ça marque la fin de l'introduction abrégée. Je vous disais que c'est abrégé, mais c'est un peu long. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Hein. Moi-même, je continue à apprendre toujours. Mais, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le langage Kotlin. Alors, pour la deuxième partie, ici, nous essayons d'analyser une liste simple en Kotlin. Donc, la question qui nous intéresse, c'est savoir comment utiliser les fonctions intégrées avec le list en Kotlin. Par intégré, je veux dire que les fonctions qui viennent avec la bibliothèque, ceux qui ont créé le langage Kotlin, ils ont créé des fonctions pour nous pour faciliter la manipulation et l'analyse des listes. Donc, pour commencer, d'abord, nous allons prétendre que nous sommes au service, nous créons une application au service d'un professeur ou d'un directeur d'école. Et le professeur a une liste de notes d'un seul étudiant et il veut faire des analyses simples sur ces notes-là. Donc, pour commencer, nous créons une liste et nous l'appelons note de Fatou. Donc, prétendons que l'étudiant s'appelle Fatou et voici la liste de ses notes. Maintenant, le professeur nous demande il dit, donnez-moi la note la plus grande de Fatou. Alors, pour faire ça, il est très simple en Kotlin. Il suffit d'invoquer la fonction max sur la liste des notes de Fatou. Et ici, là, nous allons imprimer la liste des notes. Et ici, nous allons imprimer la note la plus grande. Exécutons ça pour voir. Ah, ça doit changer. Bien, voici. Ce sont les deux lignes là. Ça, ce qui reste là, c'est quelque chose qui va venir après. Donc, voici la liste originale des notes et voici la liste la plus grande. Donc, en Kotlin, on peut faire ça simplement en invoquant la fonction max. Donc, si le professeur nous demande de trouver la plus petite note, il suffit d'invoquer la fonction min sur la liste de notes. Je vais continuer. S'il nous demande de trouver la note moyenne de Fatou, il suffit d'invoquer la fonction average sur la liste de notes. Je suis en train de sauter ça parce qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant qui vient. Donc, si le professeur nous demande combien de notes y a-t-il de Fatou, vous avez deux options. Pour la première option, vous pouvez invoquer la propriété size sur la liste de notes de Fatou. Ça, c'est pour la première option. Pour la deuxième option, vous pouvez invoquer
fonction count. Les deux nous donnent le même résultat. Donc, par exemple, on va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Attendez, je vais minimiser. Voilà. Voici la liste originale de Fatou. Et ça dit Fatou a 18 notes en total. Donc, la liste contient 18 notes. Maintenant, ici, j'ai mis les étoiles là parce que la partie la plus intéressante au professeur commence. Donc, si maintenant le professeur dit, je veux compter seulement les notes qui sont supérieures à 9. Veuillez excuser mes fautes orthographiques, hein, je sais que ça doit avoir un accent ici. Là aussi, c'est simple. Maintenant, nous commençons à voir l'importance des expressions lambda. Donc, ici, voici, nous créons une variable qui va contenir le nombre de notes supérieures à 9. Donc, vous invoquez la fonction count, mais vous pouvez passer une expression booléenne, c'est-à-dire une expression qui renvoie vrai ou faux. Et c'est très simple, il suffit de faire it supérieur à 9. Le it encore représente chaque élément, chaque note de la liste de Fatou. Et si vous exécutez ça, vous voyez, ça va changer. Donc, avant, on a eu 18 notes en total. Maintenant, ça va compter seulement les notes qui sont supérieures à 9. Je viens d'exécuter ça et voir. Voilà. Donc, il y a 15 notes qui sont supérieures à 9. Ouais. Ça semble raisonnable. Alors, continuons. Maintenant, le professeur dit, souvenez-vous que l'objectif de cette partie-là, c'est d'apprendre à faire l'analyse des listes. Maintenant, le professeur dit, maintenant, monsieur le programmeur, le développeur, aidez-moi à donner des cadeaux. C'est-à-dire qu'à chaque note, nous voulons augmenter un nombre fixe. Donc, le professeur se sent à l'air gentil. Il veut augmenter les notes de Fatou. Donc, pour faire ça, il suffit d'invoquer cette fonction-là qui s'appelle map sur la liste. Et ensuite, ici encore, nous allons utiliser une expression lambda. Donc, le it représente chaque note et on va ajouter 3 à chaque note. Vous voyez comment c'est bref? Une seule ligne comme ça. Si c'était dans d'autres langages, on aurait dû utiliser une boucle pour créer ça avec le risque de commettre des erreurs avec les boucles. Donc, essayons d'exécuter ça et voir si ça va augmenter 3 à chaque note. Voilà. Vous voyez? Voici la liste originale et voici la liste finale. Vous voyez, le 11 a été converti en 14, le 15 a été converti en 18, et ainsi de suite. Voilà. Voici la fonction que moi, je trouve peut-être parmi toutes les fonctions là, la plus intéressante. Ça s'appelle filter. Donc, si vous ne retenez rien ici, essayez de retenir cette fonction-là. C'est très utile pour faire les analyses des notes, pour analyser les listes. Donc, ici, le professeur dit, je veux retirer seulement les notes qui satisfont une condition donnée. Par exemple, seulement les notes qui sont dans l'intervalle de 11 à 16. Si vous invoquez la liste filter, vous passez une expression booléenne encore ici, c'est-à-dire qui renvoie vrai ou faux. Et vous pouvez faire ça en Kotlin, it, in, de 11 à 16. Ça veut dire que la note, toutes les notes qui se trouvent dans l'intervalle de 11 à 16, y compris le 11 et le 16.
Donc, ça va nous renvoyer une nouvelle liste qui va satisfaire cette condition booléenne. Vous voyez, voici la liste raccourcie. Donc, toutes ces notes-là sont dans l'intervalle de 11 à 16. Alors, ça n'a pas inclus le 16. Voici le 16. Le 16 n'a pas été inclus. D'accord? C'est quelque chose peut-être que j'ai oublié. Donc, c'est une façon d'utiliser la fonction filter. Elle est très, très, très utile. Alors, pour continuer rapidement, maintenant, le professeur veut calculer la note moyenne supérieure à 10. Si encore, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez, vous utilisez la fonction filter et ça vous renvoie seulement, avec cette condition-là, it supérieur à 10, ça vous renvoie seulement les notes qui sont supérieures à 10. Maintenant, à partir de ça, vous invoquez la fonction average. Si vous exécutez ça, vous voyez, voici la moyenne des notes qui sont supérieures à 10, 15,31. Donc, ce sont des questions-là. Si vous êtes habitué aux questions à l'enseignement, ce sont les questions qui peuvent intéresser les professeurs. Hein? Parce qu'au moins aux États-Unis, ce sont des choses que nous faisons, qu'on fait ici, pour manipuler la liste des notes avant de calculer la moyenne. Alors, maintenant, pour la dernière partie, dans la liste d'une simple note, maintenant, le professeur va être un peu plus exigeant. Et je vous montre cet exemple-là pour vous montrer la puissance de ces fonctions qui acceptent les expressions lambda. Voilà, maintenant, le professeur dit, je vais catégoriser et visualiser les notes. Je vais les organiser en 5 catégories. Les mauvaises notes, les notes moyennes, les notes bien, les très bien et les notes parfaites. Et ensuite, je vais imprimer ça. Le professeur veut qu'on imprime une image qui représente la distribution des notes. En quelque sorte, une forme d'histogramme. Alors, avec l'enchaînement des expressions, ça facilite de répondre à ces arts d'exigence, des critères sans utiliser beaucoup, sans créer beaucoup de boucles. Donc, d'abord, pour faire ça, d'abord, nous invoquons la fonction sorted pour arranger, pour ordonner les notes. Et au résultat de ça, nous invoquons la fonction group by. Et ici, nous devons créer notre fonction qui va créer les catégories. Et ensuite, à partir de ce résultat-là, nous invoquons la fonction for each pour imprimer chaque catégorie. Alors, donc ici, voici la fonction qui définit, qui crée les différentes catégories. Donc, c'est une fonction qui accepte une variable et un nombre entier, et ça utilise l'expression when. Voici pourquoi j'ai parlé de l'expression when avant. Et ici, très facilement, très rapidement, de façon très concise, on peut créer les différentes catégories. Donc, si la note est inférieure à 10, nous allons la catégoriser comme mauvaise. Si elle est inférieure à 14, s'il n'est pas inférieure à 10, mais elle est inférieure à 14, nous allons la catégoriser comme moyenne, et ainsi de suite. Donc, si nous imprimons ça, vous allez voir. Vous voyez? Donc, parmi les notes de Fatou, on peut les analyser comme ça. Fatou a eu 3 notes
qui sont mauvaises, 6 notes qui sont moyennes et 2 notes qui sont parfaites. Donc, grâce à l'enchaînement des fonctions en Kotlin, on peut faire des analyses complexes sans écrire trop de boucles. Très bien. Alors, je ne sais pas comment on fait avec le temps. Monsieur Keita, vous m'entendez toujours? Alors, Monsieur Keita? Moi, je ne suis pas Monsieur Keita, mais je suis là. Ah, d'accord, d'accord. Bon, il y a des autres questions pour Cherif. Cherif, merci beaucoup. C'est une bonne introduction à la langue Kotlin. Très bien. Is this Chuck? Yeah, this is Chuck. Okay. Yeah, I know we passed on time here. Am I the only one? Are we the only two left here? No. We still got people in the room. But I think maybe everybody is ready for the break because we're coming up on our pause. Yeah. Okay. Cool. Yeah, I don't want to just go on. We can probably, if people are interested, I can give them more later or leave the slides. Yeah, that's great. Leave the slides online somewhere. If anybody has other questions for you later, what is the best way for them to reach you? Via email. Yeah, that would be the best way. My email address is, but let me write it down. Or I don't know if you can share it here. Let me type it here, probably. DNC@gmail. Allô, Cherif? Oui, Monsieur Keita. Vraiment, j'avais perdu la communication là. Il y a des questions dans qu'on appelle la chose Q&A. Il y a des questions relatives par exemple, à la saisie interactive des valeurs des listes lors de l'exécution. En fait, toutes les valeurs qui avaient été exécutées, qui avaient été utilisées dans votre code lab sont des valeurs qui ont été prévues lors de la description de la fonction. Maintenant, notre ami voudrait savoir comment il faudra donc saisir les valeurs lors de l'exécution de l'application. Et puis, une autre question, c'est relative à la valeur 5 de la fonction round que vous avez utilisée. Quel est le rôle de la fonction 5? Il y a la valeur 5 dans la fonction round. Attendez. La fonction round. Ah, d'accord, oui. Round. OK. Il y a une valeur. C'est quoi c'est son rôle? Vous dites round. Ici, là? Bon, là, je suis maintenant sur mon téléphone. Je crois que ça doit être là-bas, mais en tout cas, il y a une valeur 5 que vous avez utilisée dans la fonction round quelque part. Non, je ne suis pas en train de bien voir les temps. Ici, il n'y a pas de valeur 5. Hein. Le round a été utilisé pour arrondir. Il y a des valeurs 100, oui, à 2 chiffres après le point. Après la virgule. Mais en quelque sorte, la fonction round est utilisée pour arrondir. Sinon, on allait avoir beaucoup de chiffres après la virgule. Beaucoup de chiffres derrière. Voilà. Maintenant, on va revenir à la question de l'autre ami qui demande comment il faudra utiliser la saisie interactive lors de l'exécution de l'application. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne définit pas les valeurs dans la description de la fonction, mais quand on l'exécute, que l'utilisateur soit amené à saisir la valeur de la liste. Ah, d'accord. Très bien. Souvenez-vous que ce sont des applications très simples. Hein. Normalement, pour utiliser des applications réelles, par exemple des applications mobiles,
il faudrait créer des onglets, des text fields et ainsi de suite. OK. Et à partir de ça, on va utiliser, on va de façon programmatique lire le contenu du text field et ensuite convertir en nombre entier et faire comme ça. Sinon, si par exemple la liste de notes est écrite sur un fichier Microsoft Excel, on peut automatiquement lire le contenu du fichier et commencer le programme à partir de ça pour faire les analyses. Ou bien si vous voulez, vous répétez ici, là, vous créez votre propre liste et répétez la liste des notes. D'accord. Ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais si vous voulez faire un programme plus réalistique, il faudrait utiliser le text field et ainsi de suite. Et un formulaire quoi, à remplir. D'accord, d'accord. J'espère que Richard a bien compris. C'était fondamentalement les deux questions qui étaient en attente. Je crois que oui, c'est ça. C'était les deux questions qui étaient en attente dans le Q&A. Merci pour les questions. Toujours, il faut toujours retenir que, puisqu'on est en Code Lab, s'il y a toujours des intervenants qui veulent parler, ils peuvent activer leur micro et leur caméra et puis poser leurs questions en direct, sans être obligé de passer dans le chat. Donc, je crois qu'on va accorder 2 minutes à ces gens qui seraient en train de réfléchir et avant qu'ils ne reviennent à nous poser des questions. Très bien. Donc, en attendant, je vais juste vous montrer quelques images, quelques résultats de figures géométriques, comme on avait... voilà. Donc, les boucles. Donc, ici, les boucles ils sont importants à apprendre eux-mêmes aussi, parce que parfois, les fonctions que le langage Kotlin nous donne, ça ne suffit pas. Il y a d'autres cas où on est obligé de créer nous-mêmes. Voilà. Donc, par exemple, ici, si vous voulez... D'abord, quel est l'intérêt de faire ça? Quelle est l'importance de faire ça? C'est pour maîtriser vos talents à résoudre les problèmes. C'est l'un des talents les plus recherchés dans le domaine de programmation chez un ingénieur. C'est la capacité de résoudre des problèmes. Et ça veut dire maîtriser les boucles. Donc, essayons de voir un exemple ici. Voilà. Donc, je vous montre ça. Voilà, vous voyez. Ici, voici cette boucle-là. Elle nous a permis de créer un carré, une figure comme ça. Donc, elle nous a permis de faire ça parce que nous avons une boucle à l'intérieur d'une autre. Ici, celle qui se trouve à l'extérieur, elle représente les différentes rangées. 0, 1, c'est elle qui contrôle les différentes rangées. Donc, cette première rangée-là est contrôlée par le i, la variable i, et la variable g, c'est ce qui contrôle le nombre de colonnes qu'on va faire ici. Donc, ça, c'est seulement un exemple. Donc, vous pouvez créer plusieurs autres types de figures, par exemple un rectangle. Voilà, un rectangle. Vous voyez? Voici le rectangle qui est plus haut que large. Je vais créons un triangle. Voici un triangle. Je vais commenter les autres, qu'on puisse mieux voir. Voilà. Oui, voici le triangle. Donc, je vous encourage
pour ceux qui veulent augmenter leur compréhension, d'essayer de créer des figures comme ça, parce que ça vous permet de vraiment réfléchir à la façon dont fonctionnent les boucles. Et le dernier exemple, là, c'est comme une pyramide. C'est l'essentiel que j'avais à dire sur cette base-là. Donc, en manipulant seulement les indices là et les extrêmes, vous pouvez créer des figures géométriques et ça vous oblige à réfléchir à la façon dont fonctionnent les boucles. Sur cela, si vous n'avez pas d'autres questions, y a-t-il d'autres questions? Non, je pense que non jusqu'à présent. Mais on attend quelques secondes pour voir s'il y a des gens qui peuvent vous la poser en direct. D'accord. Sinon, je crois que... Très bien. Donc, c'est la fin de ma présentation. J'apprécie votre temps et votre patience. J'espère que vous avez appris un peu de choses sur le langage Kotlin. Et je vous encourage à utiliser ces guides-là que je vous montrer pour approfondir vos connaissances. Merci.